C'est toujours Violaine Vanoyek avec l'émission Kiosque. Et donc, je continue sur mes couples pharaoniques à l'occasion de la remise en place des histoires amoureuses de l'Égypte ancienne qui paraissent aux éditions Grancher. Et nous commençons donc avec le grand Ramsès II et son épouse Néfertari. Alors juste encore une petite parenthèse, Ramsès II n'était évidemment pas le grand pharaon que l'on a dit. Il y avait un pharaon qui était beaucoup plus important dans l'histoire égyptienne. C'était... Bon, il y a eu plusieurs grands pharaons, mais bon, Toutmosis III a été, je pense, le plus grand pharaon de toute l'histoire de l'Égypte. Il n'est pas resté aussi populaire que Ramsès II parce que, vous savez, c'est comme avant, c'était comme aujourd'hui, il fallait entretenir son image et Ramsès II savait très très bien entretenir son image puisqu'il avait coutume, comme beaucoup de rois, de s'accaparer les monuments d'autrui puis d'y mettre son nom et de s'accaparer aussi beaucoup de victoires qu'il n'a pas eu. Donc il n'en a eu qu'une seule, si je puis dire, d'importante. C'est contre Kadesh, la fameuse bataille de Kadesh qui est représentée sur les murs de son temple d'Abou Simbel. Alors évidemment, comme tout le monde va visiter ce temple, bon, on connaît tous la grande bataille de Ramsès II sur Kadesh, sauf que d'abord Kadesh c'était une très petite bataille. C'est que c'était l'armée égyptienne, vu son ampleur et sa puissance à l'époque, était sûre de l'emporter. Donc c'est pas véritablement un exploit. Premièrement, et deuxièmement, plein d'autres campagnes que soi-disant Ramsès II aurait menées. Il ne les a pas menées lui, mais c'est d'autres rois qui les ont menées. Et je pense notamment à Toutmosis III, 17 batailles, 17 victoires, celui qui a fait de l'Égypte un pays immense qui allait au-delà de l'Euphrate. Donc rendons à César ce qui est à César. Quant à Néfertari, elle a toujours sa tombe dans l'actuelle vallée des Reines, si vous voulez aller visiter sa tombe, qui est une des mieux conservées, des plus majestueuses. À savoir seulement que la vallée dite des Reines était à l'origine la vallée des princes, c'est-à-dire un endroit où étaient enterrés les princes héritiers. Et donc il y a très peu de reines dans cette vallée. Voilà. Mais les deux tombes sont là. Celle de Néfertari que l'on peut visiter, celle de Ramsès II que l'on ne peut pas visiter, mais qui se trouve dans la vallée des rois. Alors pourquoi on ne peut pas visiter la tombe de Ramsès II? Parce qu'elle est toujours en travaux. Faite par une équipe française qui n'en finit plus de travailler sur la tombe de Ramsès II, ce qui peut s'expliquer parce que c'est une grande tombe où on trouve aussi enterrés quelques enfants de Ramsès II et finalement il y a tellement de pièces annexes et c'est tellement un véritable labyrinthe qu'on n'en finit plus de l'exploiter, de la consolider, de la sécuriser et qu'elle n'est toujours pas ouverte au public, mais elle se trouve, elle, dans la vallée des rois. Voilà. Alors voilà un extrait justement donc de ces reconstitutions de vie entre ces couples célèbres. Cet été, il fait terriblement chaud à Avaris, petite ville du nord de l'Égypte. Non loin de là se trouve le palais du pharaon Séti Ier, le père de Ramsès II, qui vient de s'éteindre. Quelques jours plus tard, Ramsès II devient pharaon, roi faucon, Horus d'or, roi de Haute et de Basse-Égypte, fils de Ré aimé d'Amon. À 25 ans, il prend la direction d'un pays grand et riche. Il rend hommage à son père selon les rites et embarque pour la vallée des rois avec sa famille. L'accompagnent les prêtres, mais aussi ses deux femmes, Néfertari, sa première épouse, et Isit-Nofret, sa seconde épouse. Ramsès II éprouve pour Néfertari une passion qui ne s'est jamais démentie depuis qu'il l'a épousée. Il souhaite sa présence en tout lieu et au cours des grandes occasions. Et l'enterrement de son père en est une. Dès que Séti Ier repose dans sa maison de vie de la vallée des rois, le nouveau pharaon ne pense qu'à célébrer la magnifique fête d'Opet en l'honneur d'Amon. Dans ses appartements du palais d'été d'Avaris, il veut agrandir et appeler Pi-Ramsès victorieux. Il fait part de ses projets à Néfertari. La barque en or du dieu Amon voguera de Karnak à Luxor, comme à l'accoutumée, lui dit-il. Je veux que la fête dure près d'1 mois.
Je nommerai le grand prêtre du Dieu qui remplacera l'efficace Néferouré selon la volonté divine et tu assisteras à cette cérémonie. Car je donnerai aussi quelques promotions, j'encouragerai des hommes aussi brillants que le vizir et le vice-roi de Nubie à poursuivre leur travail. J'ai des projets de construction que je voudrais lui confier. J'aimerais qu'il agrandisse la grande salle du temple de Karnak, qu'il embellisse le temple funéraire de mon père, qu'il ajoute au temple de Luxor un pylône, une cour, des obélisques et des statues, et surtout qu'il commence la construction de mon temple. Je célébrerai moi-même une cérémonie pendant laquelle je désignerai l'endroit exact où ce temple sera élevé. Alors Néfertari le regarde de ses grands yeux soulignés de colle. Combien de fois le pharaon se plaît-il à lui rendre visite dans cette chambre, aux senteurs d'encens, qu'il envoûte presque autant que la finesse et la beauté des traits de l'égyptienne. Le sol est recouvert d'une fresque aquatique, les murs de scènes champêtres aux détails les plus raffinés. Autour des colonnes sont enroulées des plantes grimpant jusqu'aux chapiteaux de couleurs gaies. Assise dans un fauteuil à haut dossier, à pattes de lionne, orné de sphinx et de griffons sertis d'or et de pierres précieuses, Néfertari tend la main au pharaon et prie la servante, occupée à ranger ses vêtements dans une armoire en bois, de se retirer. On entend encore quelques instants les bruits discrets des couvercles des coffrets contenant le nécessaire de toilette, les perruques et les peignes se refermer le plus discrètement possible. La servante remet rapidement un miroir à sa place, apporte une fiole de parfum à sa maîtresse et emporte un coffret d'obsidienne pour le nettoyer. Dès qu'elle est sortie, Néfertari va s'asseoir devant une harpe dont elle joue quelques notes langoureuses. Quand il est préoccupé par quelque affaire impossible à régler, le pharaon apprécie ces moments de calme et de réflexion. Néfertari est si attentive, si intelligente et si fine dans ses jugements qu'il lui arrive fréquemment de l'interroger sur les grandes décisions politiques. Mais ce soir-là, comblé et amoureux, le pharaon a d'autres projets. Il l'allonge sur le lit aux pieds sculptés, dont les côtés représentent des scènes de chasse habilement dessinées, et invite Néfertari à venir le rejoindre. Alors, ici, bien sûr, rien n'est laissé au hasard. La reconstitution, on va dire, des attitudes et surtout du dialogue est imaginaire, si l'on veut. Mais en fait, la description du mobilier est tout à fait exacte. On a retrouvé une partie du mobilier de Néfertari et de Ramsès II, de mobilier qui datent de cette époque, qui sont exposés au musée archéologique du Caire et certains dans d'autres petits musées. Donc tout cela est parfaitement exact, ne serait-ce que les fresques également, les détails des fresques sur les murs ou sur les planchers, les sols mosaïqués par exemple. Donc tout cela nous permet effectivement, vous le voyez, de faire une nouvelle fictive sur ce couple. Alors, l'histoire, bien sûr, nous parle ensuite des constructions de Ramsès II ou des ambitions de Ramsès II, de la manière, justement, comme je vous le disais, dont il récupère les monuments des autres rois et où il met son nom, mais aussi l'organisation des fêtes. Et je pense particulièrement à la fête d'Opet, qui est l'une des plus grandes fêtes égyptiennes, où tout le peuple est concerné, où les gens s'arrêtent de travailler pendant plusieurs jours et participent donc à des compétitions athlétiques, à des compétitions théâtrales, musicales. Le roi aime voir son peuple heureux. Et la présence de la reine est absolument nécessaire. On imagine mal, le clergé et le peuple ne peuvent même pas imaginer un pharaon qui n'ait pas d'épouse. Et ça paraît tout à fait déplacé. Et c'est même pire que déplacé. C'est que la déesse Maat, qui est la déesse de l'ordre,
la déesse de l'ordre établi, veut une famille. Elle impose au peuple une famille royale. Le pharaon ne va pas régner en célibataire. Et donc, la reine est également importante. Mais la plupart du temps, on va dire qu'elle se tient un petit peu à l'écart, ou qu'elle est représentée sur l'iconographie en plus petit. Et on note qu'à partir de la 18e dynastie, là nous sommes quelques années plus tard, et dès la 18e dynastie, les femmes commencent à s'imposer à l'égal de leur mari et à devenir vraiment le complément politique, si je puis dire, mais également affectif de leur époux. Et on est passé à une autre dimension. Un jour, le pharaon reçoit un message du roi du Hatti. C'est le roi hittite, un des plus grands ennemis de l'Égypte. Donc, il reçoit un message du roi du Hatti, avec qui il s'entend de mieux en mieux, provisoirement, et qui lui renouvelle sa volonté de lui donner sa fille en mariage. Le roi Hattusil est tellement satisfait des relations qui s'établissent peu à peu avec l'Égypte qu'il décide de précipiter le mariage de sa fille. Cette union sera le symbole de notre amitié, lui dit-il. Le pharaon accepte immédiatement pendant la 33e année de son règne. Il reçoit les messagers du roi du Hatti et s'enthousiasme de sa générosité. Je donnerai à ma fille une dot exceptionnelle, écrit celui-ci au pharaon, et cette dot sera plus importante que celle de la fille du roi de